Un jour, mon petit frère est venu et m'a dit: «J'ai fait un truc, on t'appuie là, tu vomis, on te fait là, tu cries, tu pleures». J'ai dit: «C'est extraordinaire, je veux faire ça». Bonjour à vous et bienvenue sur l'Écho des étoiles. Aujourd'hui, j'ai la chance de découvrir avec vous une nouvelle approche thérapeutique qui relie le corps et l'esprit. Il s'agit de la psychologie biodynamique. Et donc aujourd'hui, j'accueille deux thérapeutes qui ont fondé leur école près de Montpellier. Cette école, on a l'occasion de les accueillir au hameau de l'Étoile une fois par an pour leur grand séminaire d'hiver. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Christiane et François Levin. Bonjour Christiane, bonjour François. Bonjour Mm. Mathilde. Bonjour Mathilde. Merci beaucoup en tout cas de venir pour cette interview pour qu'on puisse mieux découvrir l'approche de la psychologie biodynamique. Et pour ma première question, ce serait de connaître un peu mieux votre parcours et la manière dont vous avez découvert cette approche. Alors, moi, j'ai en fait une double intérêt du départ. J'étais intéressée par les arts et par le côté médical. Et en fait, j'ai fait des premières études en médecine qui n'ont pas duré longtemps. Après ça, j'ai fait des études d'ergothérapie où j'ai trouvé cette alliance justement de cette approche médicale et de l'artisanat, de fabriquer des choses ensemble. Et j'ai eu travaillé dans deux cliniques psychiatriques. C'était l'époque où l'ergothérapie s'installait en France, donc c'était très facile de trouver du travail. Et j'étais passionnée par ce travail donc en psychiatrie. Et c'est le moment où déjà, avec François, on avait commencé à faire des premiers stages de thérapie psychocorporelle absolument sauvage. Et j'ai eu l'envie de pouvoir introduire ça dans le milieu psychiatrique. Et ça a été un petit peu mes débuts où j'ai fait, en étant moi-même très béotienne et bien sûr apprentie sorcier, j'ai commencé à faire ça dans une première clinique psychiatrique à Nîmes. C'était mes débuts. Alors moi, je fais 10 000, enfin pas 10 000 métiers, mais moi 50 métiers. J'ai fait, j'ai fait des champignons, des abeilles, prof de maths, euh, analyse et sauvegarde des antiquités, des bâtiments agricoles. J'ai à la base une formation de mathématiques et de physique, mais un jour, mon petit frère est venu et m'a dit: «J'ai fait un truc, on t'appuie là, tu vomis, on te fait là, tu cries, tu pleures». J'ai dit: «C'est extraordinaire, je veux faire ça». Il y avait une sorte de recherche, c'était dans les années 70, de recherche de choses nouvelles. Et donc j'ai commencé des thérapies et j'ai dit: «Christiane, faisons ensemble ça, puisque je commence, faisons-en». Donc on a fait chacun de notre côté des stages. On a essayé différentes techniques. Donc c'est quelque chose qui, les thérapies, c'est pas comme de la médecine. C'est quelque chose qui recherche un sens à la vie, qui recherche à développer euh, un potentiel psychologique, psychique ou spirituel intérieur. Alors, beaucoup de gens commencent sur un drame, sur un choc, sur une remise en question liée à peut-être un licenciement, un deuil. Mais nous n'avons pas commencé pour ça. Nous avons commencé en disant, il y a des choses à découvrir. Et là, au fur et à mesure de nos explorations, on avait entendu parler des Boysen, parce que le stage qu'avait fait mon frère, c'était avec Eba Boysen, entre autres. Mais on a essayé plein d'autres choses, et chaque fois, on a, on a essayé, et un jour, on a eu l'occasion, dans notre groupe expérimental, de faire venir, on a choisi de faire venir quelqu'un pour une formation, et il y a plusieurs qui ont répondu, dont les Boysen, et on a travaillé avec les Boysen, donc cette psychologie biodynamique dont on va parler. Voilà. Mais c'était pas un choix professionnel, c'était plus un choix d'exploration. Puis dans les années 82, on s'est dit, allez, on s'installe comme thérapeute, parce que c'était magnifique. Ça a été très vite en fait, parce qu'on a fait plusieurs expériences de thérapie autres. Et puis finalement, quand on a rencontré cette pratique, hein, cette méthode, on s'est dit, bon, c'est ça, on y va. Et on n'en est jamais parti, hein. On a fait plein d'autres choses, mais c'est vraiment le fil rouge de toute notre pratique professionnelle, c'est ça. On y trouve tellement, tellement, tellement de choses. Alors, ce qu'il y a de différent dans la psychologie biodynamique aux thérapies psychocorporelles, alors déjà,
il faut comprendre que, surtout dans les années 70, il y avait le mental, le cerveau, la psychologie, c'était la pensée et il y a le corps, c'était la gymnastique, c'était un outil. Dans la thérapie psychocorporelle, il y a une réunion des 2 et même une inversion. C'est-à-dire que c'est le corps qui devient source de conscience. C'est l'expérience qui crée la conscience. Si par exemple, je ne sais pas ce que c'est l'amour, on peut me le raconter, c'est comme si on me raconte le goût d'un fruit exotique que je n'ai pas goûté. Si j'ai pas d'expérience de m'appuyer sur quelqu'un, je suis toujours en méfiance et c'est cette expérience qui va donner une ouverture de conscience et même nos pensées sont liées à cette expérience. L'expérience, c'est le corps. Donc on inverse, c'est-à-dire que c'est par le corps devient source de conscience, source d'éveil, source de créativité et source de conceptualisation. C'est-à-dire que je peux comprendre ce que c'est un homme quand je vis mon masculin. Sinon, je lis des livres, mais ça ne dit pas grand-chose. Voilà. Enfin, ça ne me fait pas connaître, ça me fait savoir, mais pas connaître. Voilà. Donc cette inversion est très importante. Et ce qu'amène la psychologie biodynamique de Spécial, c'est qu'elle prend en compte non seulement l'expérience émotionnelle, mais et émotionnelle et vitale, mobile, la mobilité corporelle, l'expression d'embrasser, de taper, de repousser, mais une dimension beaucoup plus fondamentale qui est l'expérience végétative, c'est-à-dire quelque chose qui est autonome, qui va s'installer. Et quand ça s'installe, c'est tout le temps. Je m'explique. Si quelqu'un a une angoisse, c'est une sensation corporelle. On peut travailler avec la volonté, respirer, etc. OK. Mais si cette angoisse qui est végétative, qui est quelque chose que je ne contrôle pas, change, alors ma vie change. Donc quand le végétatif change, c'est le quotidien qui change 24 heures sur 24. Les thérapies de la volonté, c'est comme un élastique qu'on tire, dès qu'on lâche, il revient en place. Mais si on change, si je deviens plus tranquille, plus posé, plus rayonnant, tout le langage populaire, il est chaleureux, ah, il a les reins solides, il a les... tout ce langage populaire parle de quelque chose qui n'est pas contrôlé. Voilà. Alors justement, tu parlais du système volontaire et involontaire. C'est très important de savoir que notre corps, en fait, il est régi par 2 grands systèmes. Si je veux bouger mon bras, je le bouge volontairement. Si je veux respirer, je respire. Mais heureusement, si j'y pense pas, je respire quand même. Et en fait, ce système involontaire, c'est ce sur quoi on va particulièrement travailler. Et c'est ce dont tu parlais, François, hein. C'est ce qui permet des transformations à long terme. Et en fait, on évolue, mais on se transforme. C'est-à-dire que la manière dont le corps respire, dort, réagit au stress, on va pouvoir agir dessus. Et ça, c'est fondamental pour avoir une, relaisser en fait émerger un potentiel qui a pu être enrayé à un moment donné. Sinon, on ne peut qu'appareiller, hein, comme quelqu'un à qui il manque une jambe, on va l'appareiller. Eh bien, en fait, en travaillant sur le système neurovégétatif, sur cette intelligence incroyable du corps qui est une horloge magnifiquement orchestrée, on va permettre à cette horloge de se recaler à la fois dans ses horaires biologiques et, et à la fois dans tout ce qui va permettre l'échange, l'interaction avec l'extérieur. On dit des êtres de relation. Ça, je crois que malheureusement, on perd ça un peu en ce moment avec notre téléphone portable. Hein. On regarde ça, c'est bien au restaurant, on ne se parle pas, on se téléphone. Et ça, c'est très triste. Et en même temps, ça a une incidence énorme sur comment notre corps fonctionne et comment il désapprend la relation. Parce que c'est dans la relation qu'un enfant il va grandir, qu'il va pouvoir se construire, se développer, et beaucoup par imitation. Et tu as parlé tout à l'heure d'expérience, et je trouve ça fondamental, c'est que dans cette thérapie biodynamique, on pourra faire des expériences.
Et ces expériences, elles sont parfois initiatrices de quelque chose qu'on n'a jamais vécu, comme par exemple un contact accueillant, d'être regardé avec bienveillance, de savoir comment on est, c'est super. Et s'il n'y a pas ce regard bienveillant, aimant au départ, ça crée en fait des fermetures. Et la première fermeture qu'on voit, très souvent, c'est au niveau des yeux. C'est-à-dire que les personnes, elles sont là, mais elles ne sont pas vraiment là. Et ce regard, c'est le premier regard qu'une mère porte normalement à son enfant quand il naît. Et c'est ce qui va, à mon sens et dans mon expérience aussi, donner le goût du vivant, d'atterrir vraiment, vraiment sur Terre. On a énormément de personnes comme s'ils n'étaient pas encore tout à fait arrivés sur Terre. Ils sont comme entre deux eaux. Et quand je parle ça avec des personnes qui ont vécu ce non-accueil sur Terre, ils me disent: ah, mais enfin, je comprends. Mais où je suis? Et il y a besoin de ce contact qui dit: mais bienvenue, bienvenue ici. Et de voir comment cet accueil, il donne envie vraiment d'être là. Ça fait partie des expériences réparatrices et initiatrices. C'est-à-dire qu'après ça, pas comme si, c'est ce qui se passe, hein, les canaux sensoriels de la vision, hein, qui partent des yeux, on a des capteurs, ça vient ici à l'arrière du crâne, là, dans le centre de la vision. Eh bien, la personne, après ça, elle voit les couleurs différemment. Elle est en contact avec le monde extérieur différemment. Voilà, c'est un exemple que je peux donner. Peut-être tu as d'autres exemples à donner, toi, de ton côté. Dans la croissance de l'enfant, il faut comprendre qu'un enfant n'est pas un petit adulte. L'enfant, il va créer son disque dur si on prend une mauvaise métaphore qui est la métaphore informatique. Donc si on met du Windows sur un ordinateur, c'est pas pareil que si on met de l'Apple ou du Linux. Et donc, dans l'enfance, l'enfant, il est une éponge qui va absorber et se construire sur ça. S'il vient chez les Esquimaux, il va adorer le froid et le poisson cru. S'il vient dans la jungle, il va adorer la chaleur humide. Si on le déplace, il va tomber malade. Il ne va pas supporter le froid ou il ne va pas supporter la chaleur humide. Mais c'est à tous les niveaux. Au niveau relationnel. Par exemple, un enfant battu, il considère que le lien, c'est le coup. Et donc Dolto, elle disait: mais tu veux retourner chez ta mère, elle va te frapper. Oui, je sais, elle me casse. Mais dès qu'il était sorti de l'hôpital, il voulait qu'une chose: retourner dans sa famille. C'est là qu'il est. Le corps va s'adapter, mais il va s'adapter au lien, à la nourriture, à se construire là-dessus. Donc, en fonction des époques et de l'âge, il y a des moments clés. Par exemple, un petit enfant de 3 ans apprend une langue en 1 mois. Moi, si je veux apprendre le russe, ça m'étonnerait qu'en 1 mois, je sache le faire. Donc, suivant l'âge, par exemple, la parole libre, c'est entre 6 et 8 ans. Si à ce moment-là, on me dit: «Tais-toi», je vais avoir un choc sur la parole. Je vais ou me taire ou parler trop. Parce qu'au moment où je vais expérimenter ma parole, je vais avoir un choc. À n'importe quel moment, il y a des fonctions clés qui se développent. Alors, évidemment, elles peuvent se réparer plus tard. Par exemple, à la naissance, les yeux s'ouvrent. Si un enfant doit avoir un cache sur l'œil, il devra rééduquer, pour une question médicale, il devra rééduquer l'œil parce que c'est au moment de la naissance que tous les neurones vont se connecter. Donc, il y a des mémoires corporelles. Il y a des personnes, par exemple, qui sont très forts et tout, mais accrocher les rideaux en levant les bras en haut, comme ça c'est douloureux. Mais c'est quoi ce geste? C'est maman vient. Donc, il y a des mémoires corporelles et nous travaillons sur ces mémoires corporelles où nous pouvons rétablir, réparer le dysfonctionnement qui est en général par un manquement de résonance avec le besoin de l'enfant pour X ou Y raison. Ça peut être à ce moment, les parents étaient malades, n'étaient pas disponibles, étaient pris par leur travail, quelles que soient les raisons. Et nous travaillons sur ces mémoires corporelles, ce qui fait qu'on entre en régression, et dans cette régression, on peut donner la réponse juste, et ça change la vie. Alors, c'est intéressant. Moi, je parle de différentes mémoires, hein. Il y a la mémoire
à froid, je me rappelle de ça, qu'il s'est passé ça et ça. Et puis il y a la mémoire à chaud. Et la mémoire à chaud, en fait, c'est quand, le corps, il refait l'expérience, il a le vécu de comment ça s'est passé. Et à ce moment-là, c'est le moment clé où on peut amener une réparation et où il y a une bascule, une transformation qui se passe. Parce que savoir que j'ai pas été attendue ou savoir que j'ai été battue ou que j'ai été mis dans un placard, malheureusement ça arrive, et qui a créé toute une sorte de rétraction. Quand il y a ce vécu, je me retrouve, j'ai les images de voir, un client qui me disait ça, la raie de lumière qui passait à travers le bois et d'être dans cette terreur-là, quand à ce moment-là, dans la séance, ça peut se passer soit par les images, soit concrètement, c'est le thérapeute qui devient le support corporel du bon parent d'une certaine manière, qui vient le chercher et qui le console. Et bien là, tout ce qui est resté en état, d'alerte, en suspens et en retrait dans le corps, il y a une fonte qui se passe. Un peu l'image que je pourrais donner, c'est comme quand, très amusante quand il pleut, les escargots, ils sortent leurs petites cornes comme ça et si on touche un peu, ils les remettent à l'intérieur et si on touche encore, après ils veulent plus sortir. En fait, l'énergie, elle fait ça dans le corps. Quand à maintes reprises où un grand traumatisme a fait que ça s'est retiré, il pourra toujours tendre ses bras, mais l'énergie ne va pas y aller dedans. Et cette énergie, entre autres, c'est ce qui permet à la fois le contact avec l'extérieur et toute une régénération du corps. Et bien à ce moment-là, ça va pouvoir se refaire. Et C'est-à-dire l'énergie vitale, mmh, fonctionnelle marche, mais pas la libido, pas la joie, pas la conscience. Je pourrais toujours, si on m'a tapé sur la main, je pourrais toujours saisir mon verre, mais j'aurais plus ce plaisir, et le plaisir est expansion. Expansion dit conscience. Si j'ai pas cette expansion du libido, du plaisir de la vie joyeuse, de la vie sensuelle, je perds en conscience, je deviens juste cette partie est mécanique, robotisée. L'autre est subtil, chamanique. Je perçois comme animal, comme les animaux ont l'instinct. Mon instinct s'ouvre et l'instinct est une conscience incroyable. Et pour retrouver cette joie et changer notre énergie qui est involontaire un peu en nous, vous leur faites vivre donc des expériences, c'est ça, pendant la séance? Il y a deux grands outils. Il y a les massages, où le thérapeute est agissant et remet en route l'énergie. Ce ne sont pas des massages kinés ou des massages de bien-être, ce sont des massages thérapeutiques. Par exemple, quelqu'un qui se sent pas exister, on va travailler sur l'os. L'os, c'est l'existence. Quelqu'un qui est envahi, on va recréer les membranes dans le corps comme un pull qui a des trous. On va retisser une membrane et la personne va se sentir tout à coup protégée et elle va pas perdre son énergie, elle va pas être comme ça poreuse, être envahie. Quelqu'un qui a pas de vitalité, on va travailler, ou qui est sans énergie, on pourra libérer le carré des lombes, le gorille, l'ours, le lion, quelqu'un qui est toujours énervé, on va travailler la digestion, le relâchement. Donc, les massages, c'est un des grands piliers. Et le deuxième grand pilier, ce qu'on appelle la végétothérapie biodynamique, parce que c'est un mot qui vient de Wilhelm Reich, mais nous, on l'a adopté de manière un peu différente, où on va laisser suivre les sensations ou les petits mouvements involontaires du corps. Ni le thérapeute, ni le patient ne savent où ça va, mais on va accentuer. Cette accentuation va donner peut-être une émotion, va venir j'ai quelque chose dans mon dos qui m'accroche. C'est quoi? C'est qui? C'est ma grand-mère. Quel âge tu as? J'ai 5 ans, elle était toujours derrière moi. Dis-lui, etc. Et on va faire une résolution. Mais aussi, peut-être, j'ai quelque chose dans mon dos. Ah, c'est mes ailes d'aigle. On ne sait pas. Une tension, ça peut être que la personne a bloqué son pouvoir ou qu'elle a une mémoire de quelqu'un qui lui est gelé sur le dos, comme on dit le langage populaire.
Donc, un va être le thérapeute peu actif, juste une sorte de catalyseur par quelques petites impulsions, va faire venir une émotion et boucler une boucle, comme si l'âme, depuis toujours, dit: «J'ai ça encore qu'il faudrait résoudre». Et quand c'est résolu, une énergie nouvelle vient, ou bien en massage, on va mettre en route. Les personnes qui viennent en thérapie au départ peuvent ne pas sentir, laisse-toi sentir, je sens rien. Ça va. Donc là, le massage est un outil magnifique. Et là-dessus se greffe la visualisation, le langage, la parole enracinée, la clarification mentale, beaucoup d'autres outils, le dessin, mais profond, le travail sur les rêves. Profondément, c'est où je mets en route l'énergie en étant actif comme thérapeute, où l'énergie met en route en suivant le corps, son impulsion, et boucler une boucle. Voilà, les deux grands moyens. Et est-ce que pendant une séance, vous allez sur ces 2 moyens ou est-ce que vous choisissez dès le début un, En général, si on fait un, on ne fait pas l'autre. On peut changer, mais globalement, on fait ou du massage, ou la végétothérapie, ou la clarification mentale. On, on part un peu où en est la personne, mais après, on choisit le massage ou on choisit l'émotionnel. Certains thérapeutes utilisent beaucoup le fait de faire d'abord l'accueil de la personne, laisser les émergences venir et terminent les sessions par 10 minutes, 20 minutes de massage qui permettent une intégration du travail qui a été fait. C'est souvent comme un protocole de séance, sachant qu'il n'y a jamais de réel protocole, puisqu'il va changer avec l'individu qui est là. et c'est souvent, des séances individuelles ou ça peut arriver qu'il y ait des séances, collectives? Il y a les deux choses. Il y a chacun amène sa richesse. La séance de groupe est très riche parce que, d'abord, on s'aperçoit qu'on a tous les mêmes problèmes. Ces problèmes sont liés à la modernité. La modernité nous a coupés du spirituel et nous a fait couper des liens et du clan. Couper des liens du clan, ça veut dire on doit montrer qu'on est valable, on doit être utile. Le burn-out, la fatigue chronique, la neurasthénie, décrit par le docteur Baird en 1876 pour la première fois aux États-Unis. Un collègue arrive et dit: «Mais vous avez que des géants dans votre salle d'attente. Avant, la mélancolie de santé faible. Non, maintenant, c'est des gens forts qui tombent parce qu'on doit toujours montrer qu'on est utile». Il y avait un chef d'orchestre qui dit: «Mais vous dites que la musique n'est pas utile». Non, la musique n'est pas utile. C'est pas un outil. C'est pour ça qu'elle est essentielle. On a perdu l'essence pour devenir. Il faut que je montre aux États-Unis, ça a commencé, c'est le mal américain, ça s'appelait la névrose. C'est venu en France en s'appelant le mal américain. Ça a commencé, c'est je suis libre de tout, mais en réalité, je suis un SDF. Je suis en lien avec personne. Donc, je dois toujours montrer que je suis un winner, que je suis capable, que je suis le meilleur. C'est épuisant. Alors que si je suis du clan, je peux rien faire, je peux être ignoble et tout, je suis du clan. J'ai rien à prouver. Ce changement, c'est vraiment l'époque moderne, c'est-à-dire c'est vraiment après l'époque industrielle, etc. Si on revient à ce qu'est l'homme, on a besoin d'appartenir à un clan. Ce clan peut être étouffant, mais dans les contes de fées, quand l'enfant est seul dans la forêt, même s'il y a la lumière chez l'ogre, il va chez l'ogre. Hein. C'est mieux l'ogre que rien. C'est mieux la mauvaise famille que rien, enfin, avec toutes des limites là-dessus. Mais nous sommes des animaux de lien. Si j'appartiens à un clan, j'ai une sorte de droit d'être qui je suis. Je n'ai pas besoin d'imiter, de rentrer dans un moule pour être accepté. Donc fondamentalement, la vie, elle est extase et le moteur, c'est l'amour. Nous avons perdu ça puisque nous avons dû être quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Nous sommes uniques. Si je ne suis pas moi-même, l'univers perd ce que je suis. Donc le plus beau devoir, c'est de réaliser le potentiel qui m'a été donné. Est-ce qu'une graine doit besoin de philosophie pour savoir où est le ciel et comment elle doit devenir un chêne? Est-ce que tu plantes un gland, ça ne va pas devenir un abricotier, hein? Tout y est. Tout est déjà là. Par contre, nous avons besoin, comme l'arbre a besoin d'eau, de terre et de soleil pour grandir, nous avons besoin de certaines réponses de l'environnement pour grandir. Notre boulot n'est pas
d'instruire, de mettre une structure dedans. Notre boulot est de laisser émerger le potentiel que chaque être humain a reçu et qui est unique, qui est vraiment aucun humain, aucune feuille d'arbre n'est identique à une autre. Si on retrouve cette source et on lui donne les moyens de s'exprimer, il y a une magie à la fois émotionnelle, corporelle, spirituelle, qui ne demande qu'à être là, parce que c'est déjà mis dans la graine. Voilà. Et donc les travails en collectif permet de retravailler son On lien avec le s'aperçoit qu'on a clan, c'est tous ça? le même travail, la même problématique. Beaucoup de personnes y retrouvent leur humanité, leur bienveillance, s'apercevoir qu'ils peuvent ouvrir leur cœur. Ils s'aperçoivent qu'ils ont des gestes presque euh, euh, instantanés de contact, de trouver des mots qui font du bien, s'apercevoir alors qu'ils pensaient qu'ils ne supportaient pas les autres, s'apercevoir que mais c'est super d'être ensemble. Et ça rit. Et il y a parfois, après les stages, les soirées, ils ont tellement d'énergie, ça danse pendant tout un temps. Et chacun va pouvoir avoir à la fois son rythme, ceux qui s'isolent, ceux qui sont là. Mais c'est intéressant de voir qu'au départ, c'est des individus très isolés qui rejoignent un groupe et ils se créent quelque chose. Et ce quelque chose participe au bonheur de se sentir vivant et de savoir qu'on n'est pas tout seul. Ça, c'est la magie du groupe. Et il y a une autre autre chose importante, c'est la notion de durée. Je vais en séance 1 heure une fois par semaine, tandis que là, je suis pendant 4 jours. On fait des stages souvent de 4 jours, les modules de premier cycle. Ou même 3 heures, hein. 3 heures Et debout. il y a le temps laissé au corps pour s'habituer, se transformer et faire son cycle de régulation. Et ça, on ne le trouve pas dans les séances individuelles. Il y a une intensité aussi du fait de l'énergie du groupe qui me permet d'accéder à des choses auxquelles tout seul, je n'aurais pas la possibilité d'aller, hein, parce que je n'ai pas assez d'énergie. Et ça, c'est génial. Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter une anecdote d'une séance individuelle ou collective qui aurait transformé, pour nous donner un peu une idée d'un exemple concret de ce que peut apporter vraiment la psychologie biodynamique en une séance, ou peut-être c'était plusieurs séances? Je vais parler de 3 séances. Par exemple, je vais au Brésil et là, il y a une femme qui m'amène son enfant, elle me dit: «Il a des boutons». Il a 6 ans l'enfant. Je dis: «Quand est-ce qu'il a eu des boutons?» «Ben, quand il avait 6 mois». 6 mois, des boutons, il a 6 ans, je comprends pas bien pourquoi elle me l'amène et je touche sa peau, il a plein de boutons et effectivement, dès que je touche, la peau est en alerte, c'est-à-dire que les boutons se réactivent, on voit que la peau rougit et tout. Je dis: «Écoute, va jouer dehors à l'enfant» et je dis à la mère: «Touche-moi, masse-moi». Elle me fait comme ça, dur. Je dis: «Non, pas comme ça. Regarde», je lui touche et au bout d'un moment, elle se met en pleurs, elle dit: «Mais on m'a jamais touché comme ça». Je dis: «Apprends à toucher ton enfant comme ça». Elle lui donnait des boutons. Le contact lui donnait des boutons. Alors, elle, je pense que je connais pas la suite parce que c'est du massage, mais je vais donner un autre exemple où là, j'ai connu la suite pour un enfant. C'est un enfant qui avait une méningite, puis après la méningite, il a eu des absences 2 fois par jour. Il ne savait plus où il était. Il allait, il prenait son cartable, il allait vers la voiture, tout à coup, il n'était plus là. Sa mère lui dit: «Hé, Serge, Serge, hein, où je suis? Où je suis?» C'était effrayant. Ils ont fait des scanners, ils ont rien trouvé. Et cette personne me dit: «Est-ce que tu peux voir mon fils?» Je dis: «Écoute, tu es à Paris, je viendrai, mais une fois, je ne peux pas le suivre en thérapie». Et là, je demande à ce garçon: «Qu'est-ce qui se passe?» Il avait 11 ans. Il me dit, enfin, il apparaît que sa mère ne sait pas si elle doit quitter le père et dit toujours: «Je crois que je vais te quitter». Si les parents se séparent, c'est clair. Si les parents sont ensemble, c'est clair. Mais l'incertitude, c'est le pire. Je ne sais pas si séparent ou pas. Donc,
j'ai compris que le corps faisait couper les plombs. La méningite, d'abord, ça emballait le cerveau, inflammation des méninges, il n'en peut plus d'essayer de comprendre, et au bout d'un moment, non, on coupe les plombs. Alors j'ai dit, tu sais, c'est douloureux ça, on va essayer de trouver d'autres manières de s'en sortir. Alors, j'ai dit, tu peux déjà, tu vois, mets ta douleur dans le coussin, vas-y, tape le coussin, touche. Donc, tu vois, là tu respires mieux et tout. Des fois, tu peux aller dans ta chambre et tu tapes le coussin. Puis tu peux aussi dire à ta mère, tu sais, maman, quand tu dis ça, ça me fait mal. Puis je lui ai dit, est-ce qu'il y a un moment où tes parents sont bien? Oui, quand on va en vacances en Normandie. Tu peux penser à la Normandie, ferme les yeux. Tu vois, tu respires, etc. Bon, je résume ce qui s'est passé en 1 heure, en quelques minutes. Puis je l'ai vu un mois après, séance de contrôle. Il n'avait plus ça. Je dis, qu'est-ce que tu as choisi comme solution? Il dit, la Normandie. On avait donné au corps une possibilité de gérer la souffrance autrement que par la coupure de contact. Et puis, une autre expérience que j'aimerais donner, que je trouve superbe, c'est des expériences qui ne racontent pas ce qu'est une thérapie. Une thérapie est un long processus de 2 ans au moins, où on va transformer un peu comme quand on change les plans d'une maison, c'est pas juste déplacer les meubles, c'est vraiment un travail plus long. Et la thérapie, c'est vraiment changer profondément. Quelquefois, on a juste été agressé dans la rue, on veut pouvoir ressortir normalement, ça peut durer 1 ou 2 ou 3 séances, mais c'est un peu différent quand je trouve que dans ma vie, toujours mes ruptures amoureuses sont pareilles, où je me fais toujours au boulot écraser. C'est un changement qui est plus long, plus structurel. Mais je voulais redonner cette... Je fais un congrès, et là, il y a... c'est au Brésil aussi, et je voulais montrer que de retrouver son énergie vitale, ce qu'on appelle l'énergie rouge d'affirmation, c'est bon. Et j'ai fait un petit travail comme ça sur les muscles, et chacun, ils l'ont fait par 2 dans ce petit atelier de 3 heures. Et il y avait, avant, je fais taper l'épaule, on est en tailleur, et on voit comment le corps réagit. Et le corps, en général, il est envoyé derrière. Il y en a qui tiennent, mais la plupart tombent en arrière. Et là, il y avait un gars des favelas. Quand on tapait, il était en alerte, il était en lutte. Je lui fais le travail, je le retape. Il dit, mais c'est différent. Il était comme un sage, posé. Il n'était plus le, le tigre en alerte et en survie. Il me dit, mais c'est différent. Mais c'est différent. C'est-à-dire une sorte de puissance tranquille, paisible. Juste pour un petit massage de quelques minutes, on a réveillé l'énergie rouge. C'est quoi exactement cette énergie? Très bien. On a 3 énergies en biodynamique. L'énergie rouge, qui est l'énergie de la passion, de l'affirmation, du désir. D'ailleurs, quand on rougit, ça peut être ou qu'on a honte, ou on est rouge de colère, ou rouge d'excitation. Donc, c'est l'énergie montante qui va vers personnel, j'aime ou j'aime pas, historique, histoire, parce que j'aime ou j'aime pas, ça dépend de mon histoire. Hein. J'aime la crème à vanille de ma mère, la Madeleine de Proust. Donc, ce que j'aime ou j'aime pas est vraiment une énergie qui est en général mal vue dans l'éducation, parce que ça veut dire que l'enfant, il dit non, c'est ma pomme, partage. Non, je veux pas partager. Arrête de te battre, arrête. C'est toute cette énergie émotionnelle qui monte et qui, après la montée et l'affirmation, se transforme en énergie bleue qui, elle, est périphérique et descend. C'est on a bien travaillé. On se pose, on regarde le paysage, on regarde le feu, on discute tranquille. Cette énergie plutôt de la méditation, océanique, éternelle. Quand on est devant le feu, on ne sent pas le temps passer. Et puis une énergie, encore une troisième énergie, qui n'est pas dans ce cycle de haut et de bas, qui est l'énergie blanche, qui est périphérique,
qui est la créativité, le ici et maintenant, la vitalité. On ne cherche pas à gagner ni pas à gagner. Quand je joue au tennis à deux, je cherche à gagner. Mais quand on joue au volley sur la plage, on cherche à être ensemble. C'est une joie créative. On est actif, on est vital, on est dans le présent. Voilà. Et il y a des personnes qui sont trop dans l'énergie rouge, toujours dans le volcan, le pleur, la tristesse. D'autres trop, baba cool, tout va bien. On va chez toi, j'ai plus d'appart. Il manque un peu d'énergie rouge. Et des gens qui sont toujours dans l'énergie blanche, actifs, etc., mais il manque un peu de passion ou de poser. Ces trois énergies sont très agréables en elles-mêmes. Mais l'énergie rouge est très souvent condamnée parce que c'est égoïste, parce que c'est querelleur, parce que c'est... On veut le consensus, on veut que tout le monde... Non, l'énergie rouge, moi je ne suis pas d'accord, moi je pense ça. C'est quelque chose de très beau, de très riche. Voilà. Donc on peut développer l'énergie rouge, développer l'énergie bleue ou développer l'énergie blanche. On a des outils très bons pour stimuler telle ou telle énergie. Et justement, pour parler un peu de l'histoire de la psychologie biodynamique et ce genre d'outils, est-ce que c'est propre à la psychologie biodynamique? Est-ce que ça a des influences d'autres thérapies psychocorporelles ou juste thérapie psychanalyste? Enfin, d'où vient un peu cette méthode et est-ce qu'elle a ses propres outils ou est-ce que c'est plutôt une influence de plusieurs approches? Et en fait, elle a fait un lien incroyable entre ces différentes approches pour créer la sienne propre, qu'elle a développée particulièrement après des remarques qu'elle s'est faites. Moi, je suis toujours stupéfaite quand un génie trouve quelque chose, mais d'où ça vient et comment son intérêt, en fait, s'est développé. Elle pratiquait donc des massages, elle avait émigré à Londres à une époque, et il se trouvait que son cabinet était à l'intersection de rue avec énormément de bruit à l'extérieur. Et donc, elle pratiquait des massages avec des résultats selon. Et puis, elle s'est dit, mais tiens, c'est bizarre, les massages que je pratique aux périodes creuses, où il n'y a pas trop de bruit, il se passe des choses un peu différentes. Et elle a remarqué, en fait, que selon les massages qu'elle faisait, où il y avait des grands relâchements derrière, elle entendait, quand il n'y avait pas de bruit à l'extérieur, des bruits dans le ventre. Je viens d'en avoir un là qui fait... On a une petite radio intérieure, hein. Ce sont les gargouillis du ventre. Et ces gargouillis du ventre, en fait, on se dit « Ah, mais j'ai des gargouillis parce que j'ai faim ». Il peut y avoir des gargouillis parce qu'on a faim, mais ce n'est pas les mêmes. Et donc, elle a eu l'idée, géniale, de mettre un stéthoscope, non pas sur le cœur, comme font les médecins pour écouter, mais sur le ventre. Et elle s'est aperçue d'une diversité extraordinaire de sons en fonction des massages qu'elle faisait. Et elle a mis ça en relation avec les effets qu'elle avait. Donc, quand elle pouvait écouter ces bruits grâce à son stéthoscope, elle a modifié aussi ses massages pour aller plus vers des bruits, on va dire, aquatiques, des bruits d'eau. Et quand elle avait ces bruits-là, les résultats de relâchement et d'intégration étaient bien meilleurs que quand elle avait des bruits, par exemple, de rugissement de lion ou des bruits d'air. Et elle a vraiment affiné d'une manière incroyable la capacité de travailler avec le corps pour s'adapter à la structure, on va dire, corpo-émotionnelle, corpo-psychique de la personne, et de telle sorte que, par exemple, on va travailler dans les muscles avec certains types de personnes et pas du tout sur ce niveau-là avec d'autres personnes qui ont une structure plus fragile. Et ça permet de faire des traitements parfaitement adaptés avec comment la personne s'est structurée et où elle en est aussi dans son processus. Il y a des moments du processus où il ne faut surtout pas déranger ce qui est en cours. On va chercher les petits bruits de régulation, d'intégration. Et c'est souvent une phase très importante dans la thérapie où il ne se passe pas des choses sensationnelles, mais où enfin les grosses émotions ou les grandes montées d'énergie vont trouver leur place dans le corps. Et il ne faut juste pas le déranger. Et ça, le stéthoscope, il va nous renseigner. Alors, on a l'impression que c'est le massage, mais en réalité, c'est une compréhension beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'il y a le relâchement
il y a pouvoir s'abandonner. Et c'est totalement différent de se relâcher. Une sentinelle est relâchée, mais elle est en éveil. Un sportif avant la course se relâche, mais il est en tension maximum. S'abandonner, je lâche le contrôle et là, le psychopéristatisme se met en route. On l'appelle psychopéristatisme et le langage populaire l'a très bien compris. Je n'ai pas digéré ce qu'il m'a dit. Quand on l'a digéré, c'est terminé. Et donc, il y a des personnes qui crient tout le temps. Tu es en colère? Non, je ne suis pas en colère. Comme s'ils n'arrivent pas à digérer. L'énergie doit toujours aller vers le haut. Elle ne peut pas aller vers le bas. Et donc, dans la boucle, il y a le pouvoir d'expression, de relâchement, et puis au final, de s'abandonner. Quand on se couche le soir, normalement, on entend des gros bruits du ventre, puis ça se régule. On gère toutes les tensions du jour et on les régule. Et on redémarre le lendemain avec la pleine énergie. Et d'autres fois, on est soucieux, on dort, on se réveille aussi fatigué qu'on est couché parce que ça, c'est pas digéré. Donc on s'est relâché, on a dormi, mais on ne s'est pas abandonné. Les soucis ont empêché que ça fasse brrr, brrr. Pour reprendre l'histoire de manière simplifiée, c'est-à-dire qu'il y a le courant psychanalytique, Freud. Dans les disciples de Freud, il y a Wilhelm Reich, qui est le plus jeune psychanalyste, on peut dire, à cette époque, qui a 20 ans et est directeur de l'Institut de sexologie de la psychanalyse, mais qui, quelques années après, est expulsé du système psychanalytique. Mais à l'époque, Freud donnait beaucoup d'importance aux viscères. Maintenant, la psychanalyse est devenue beaucoup plus, encore que, il y a tout un courant qui est très ésotérique, lacanien ou autre, mais Dolto, par exemple la fille Dolto, a ramené l'autonomie avec la psychanalyse. Donc il y a des courants différents. Mais la psychanalyse avec Reich est devenue corporelle. Il est allé en Norvège, accueilli par Ulla Raknes. Et là, il y a beaucoup de travail corporel en Norvège lié à la psychologie. On a le massage suédois, la naissance sans douleur, tout ça, la gymnastique, tout ça, ça vient des pays scandinaves. La culture du corps est très importante. Et en plus, elle a fait ce travail avec Bülow Hansen du massage. Donc, il y en a un qui travaille sur l'histoire et la respiration, et l'autre qui ne s'occupe pas de l'histoire, mais qui travaille sur la tension corporelle et la respiration. Je dis, c'est bizarre, les deux fonctionnent, comment mettre ensemble? Et puis, elle a eu une dernière chose, c'est qu'en faisant ce travail avec Bülow Hansen, de relâchement des tensions, elle avait des belles jambes, elle était tenniswoman, mais elle a tout à coup eu les jambes qui grossissent. Alors elle est allée voir Olsen qui travaille sur les fluides, qui parlait des fluides énergétiques. Pourquoi elle a ces jambes qui gonflent? Et donc, les fluides, c'est pas pareil, les fluides et les fluides énergétiques. Quand les fluides sont énergétiques, ils sont vivants. Et ceux, quand ils sont trop grands, trop de fluides énergétiques, ça fait mal. Alors, trop de fluides dans le corps, si on injecte de l'eau, ça fait pas mal. Et donc, elle a combiné ces trois choses, le massage, l'histoire, la respiration et les fluides. Ça a donné la psychologie biodynamique. Est-ce que vous réalisez des recherches tout le long pendant votre formation, enfin, dans votre école? Ah oui, c'est un vrai laboratoire. Précisément, c'est un laboratoire du vivant. Donc déjà, les techniques évoluent parce que les pathologies évoluent. Et puis, on a des goûts particuliers. Moi, j'ai une passion pour le travail sur la voix. Je travaille ça à la fois pour permettre à ceux qui ne savent pas s'exprimer de pouvoir s'exprimer, mais surtout, j'utilise la voix pour son niveau de vibration. Et le niveau vibratoire va faire changer l'accès à nos mémoires et la possibilité de transformer ces mémoires dans le corps. Et les échos que j'ai après, mais je me régale quand je lis les comptes rendus de voir ce qui se passe. Et ce qui m'intéresse, c'est bien sûr ce qui se passe dans le stage. Mais on demande des comptes rendus dans un mois après. C'est-à-dire comment ça s'intègre au quotidien et qu'est-ce qu'il en reste après. Voilà. Et ça nous permet d'avoir vraiment un aperçu à la fois de l'efficacité, mais où sont les personnes après les stages. Donc ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup travailler. Mais j'ai développé, je suis une femme, j'ai eu des enfants qui m'ont appris plein de choses. Je suis très inspirée par le travail de Heba sur la naissance et je travaille l'accueil.
c'est-à-dire après la naissance, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai développé un thème qui est le reparentage maternel, où on va travailler, tout à l'heure je parlais de comment est-ce qu'on est regardé et comment ce regard, il va nous permettre d'atterrir sur terre. Et je parle de ce que j'ai appelé le lait d'amour, et en fait c'est ce qui passe des yeux, entre autres de la mère à son nourrisson tout petit, et qui le nourrit tout autant à un autre niveau que son lait maternel. Ce qui fait qu'on peut donner, si on n'a pas de lait, le biberon, pourquoi pas? Mais s'il y a ce contact-là, ce lait d'amour qui passe, alors la personne, elle peut descendre, elle peut être là, elle peut être heureuse d'être là. Et ça, c'est une réparation extraordinaire. Le monde change. C'est-à-dire que dans les années 50, les gens étaient des rigides, des pierres. On voit nos parents, là, c'était des durs. Maintenant, les gens sont éclatés. On ne peut pas avoir les mêmes techniques. Il fallait faire lâcher les tensions. Maintenant, si les gens pouvaient en avoir un peu, ça serait mieux. Ils sont tous éclatés, tout mous, sans tonus. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes techniques, puisqu'on n'a pas les mêmes pathologies. Donc, avant, les gens étaient délinquants. Maintenant, ils sont psychotiques. C'est-à-dire qu'ils sont fous. Les gamins, ils passent en hôpital psychiatrique plutôt qu'à la prison. Quand un psychotique devient délinquant, c'est un progrès. Avant, il n'y a pas de loi, maintenant, il contre la loi, c'est mieux. Difficile à expliquer à la famille, mais c'est mieux. Bon, c'est mieux qu'il ne soit pas délinquant ni des psychotiques, mais enfin, voilà. Donc, on a changé les méthodes, donc on est beaucoup plus à travailler sur l'énergétique, sur l'aura, sur retisser les membranes, mais aussi on a notre spécialité, donc tu as parlé de la voix, tu as le rêve éveillé. Moi, j'ai développé la lecture du corps. Et c'était très intéressant la lecture du corps parce que l'histoire peut se lire dans le corps. Mais le corps, ça se change. Donc ça veut dire qu'on peut changer l'histoire. On ne peut pas changer le passé. Le passé est passé. Mais l'histoire, c'est ce que je me rappelle du passé. Et si on parle après une dispute de couple, à chacun de raconter ce qui s'est passé, ils ne disent pas la même chose. Ils n'ont pas la même histoire. Le même passé, mais pas la même histoire. Donc si on peut changer le corps, on peut changer l'histoire. Si on peut changer l'histoire, on change mon futur parce que je base mon futur sur mon histoire. Et ça, c'est magique. Ça devient concret. C'est pas je vais changer ma vie. Non. J'ai des moyens d'action très concrets pour changer ma vie. C'est magnifique. Et puis toi, tu peux parler un peu de ton travail aussi sur ce que tu voulais dire sur... C'est sur les rêves éveillés. Je m'aperçois de la puissance et de la pertinence de ce travail, et je l'ai développé de manière, entre guillemets, biodynamique. Donc, ça peut ressembler, pour ceux qui connaissent la sophrologie, au genre de voyage qu'on peut faire. Mais j'ai développé justement cette technique d'embrasement des sens, de développer les sens, pour que le voyage, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste une imagination, j'imagine qu'il se passe ça et ça, non seulement je le vois, mais je suis dans le film. Et ça permet des transformations énormes dans le corps. Je parlais tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut réveiller des mémoires, hein, faire ce qu'on appelle réchauffer les mémoires pour qu'elles soient à chaud. Et c'est quand c'est à chaud qu'on peut transformer toute la circulation interne dans le corps, notre compréhension, notre intégration de l'histoire et ouvrir le champ des possibles. Et ça permet ça. Donc quand on est entrouvert la porte de l'univers des possibles, alors on retrouve son pouvoir personnel et on est à même de pouvoir poser un choix dans la vie, pas juste d'être en réaction avec ce que je connais et ce qui m'arrive, mais vraiment de prendre une direction de vie. Autre chose que j'ai beaucoup développée, c'est le travail sur les ancêtres. Il y a deux choses, il y a l'incapacité et le non-droit. L'incapacité, je ne sais pas faire du ski, il faut que j'apprenne. Je ne sais pas, j'ai appris ma voix était bloquée, il faut que je rouvre ma voix parce qu'on m'a toujours dit tais-toi, ou je suis raide, il faut que j'apprenne à être souple. Ça, c'est un apprentissage. Mais il y a des personnes, on dit, mais pourquoi il sabote là? On lui offre ça, c'est ce qu'il veut, et il ne le prend pas. Ou même si on lui donne, il nous tape. Sabotage. Sabotage, c'est le non-droit. Si je n'ai pas le droit, c'est lié à mes ancêtres. C'est
comme je peux faire une maison, j'ai la capacité de le faire, mais pas le permis. Ou j'ai le permis et pas la capacité. Il faut les deux. Et donc, le non-droit, on ne fait pas des constellations familiales pour savoir. On peut aussi le faire, mais c'est surtout faire que dans mon inconscient, les parents, les ancêtres, ou les frères ou sœurs, soient bien. On guérit les parents dans l'inconscient. Alors j'ai le droit. De quel droit j'aurais, moi, de me régaler si mes parents sont sous les bombes? Si mes parents sont heureux, je peux faire ce que je veux. S'ils sont malheureux, j'ai un peu honte d'être heureux. Donc, une des grandes prisons, c'est de faire mieux que les ancêtres là où ils ont souffert. La clé est souffert. Mieux que les ancêtres, c'est notre route. Mes enfants sont meilleurs en informatique que moi. Mais mieux que mes parents ont souffert de mauvaise santé, moi être en bonne santé, je me sens honteux. Donc réparer les parents, c'est aussi magnifique. Donc je fais ça beaucoup avec le travail sur l'argent. Les gens qui n'ont pas la capacité d'avoir d'argent, on répare, pouf, tout à coup, l'argent vient. Super. Est-ce que vous auriez un dernier message pour ceux qui nous écoutent, pour les curieux, les thérapeutes qui souhaiteraient peut-être découvrir cette approche Alors, il y a notre site internet de l'école qui a beaucoup de textes. Et puis, j'ai fait un livre qui s'appelle La thérapie biodynamique, une thérapie qui donne la parole au corps. Et puis, le dernier message, c'est la vie est extraordinaire. La névrose est compliquée et douloureuse. La vie est simple et magnifique. Voilà. Super. Waouh, terminer là-dessus, c'est beau. Hein. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, d'avoir découvert du coup la psychologie biodynamique. Merci Mathilde de faire Oui. ce que tu fais là. Magnifique. Super. Et on vous retrouve pour une prochaine vidéo avec plaisir. Au revoir.